Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à la 106 FM et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur l'analyse de l'actualité internationale. On ne le dira jamais assez, la fermeture unilatérale des frontières nigérianes aux pays voisins depuis bientôt 3 mois révèle au grand jour les faiblesses congénitales des institutions panafricaines et régionales dans l'application de certaines législations en vigueur au sein de l'Union africaine et de la CEDEAO. L'impuissance des institutions régionales face au retour du protectionnisme menace dangereusement la bonne gouvernance frontalière et la gestion concertée des conflits entre les États. La crise est devenue pernicieuse depuis plusieurs semaines et interpelle plus que jamais la conscience collective de tous les concitoyens de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour en parler ce jour, ce week-end, dans la rubrique géopolitique de votre émission Regard sur le monde, nous avons invité pour vous M. Alocheme Olivier. Il est journaliste économique et rédacteur en chef au journal L'événement précis. M. Alocheme, bonjour. Bonjour Fernand et bonjour à tout le monde. Notre collègue douanier Baglo Marcel devait être également sur ce plateau. Malheureusement, il est dans une mission en dehors du territoire national. Ce n'est que partie remise, nous le reprendrons dans une autre émission. Lamine Sissé nous accompagne sur le plateau. Il est écrivain, expert en communication politique et spécialiste des questions d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Lamine, bonjour. Bonjour. Langadef. Comment se porte le pays? Ça va. Très bien. Je m'appelle Fernand Zonanon. La mise en onde de cette émission est assurée par notre technicien René Tatou. L'émission se fera comme d'habitude avec les auditeurs qui auront la possibilité de téléphoner pour poser des questions et commenter cette actualité avec nous en direct. Les numéros à appeler sont les habituels, le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Le débat géopolitique avec Fernand Azonanon et Lamine Sissé. Mesdames, Messieurs, bonjour. La mesure de fermeture des frontières nigérianes avec les pays limitrophes qui est en vigueur depuis le 20 août dernier a été prolongée récemment jusqu'au 31 janvier 2020. Le gouvernement soutient que le gouvernement du président Buhari soutient que cette mesure a jusque-là renforcé l'économie nigériane et a permis de mieux lutter contre l'insécurité. Mais la population dénonce quant à elle la hausse des prix des denrées alimentaires. Certains Nigériens accusent même le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria d'être dans une opération de charme, une opération politique, et de vouloir juste faire plaisir au président Buhari. Apparemment, les intérêts entre autorités et population sont totalement divergents dans cette crise. Quelle est votre première analyse de la situation, M. Olivier Alocheme? Merci Fernand Azolano. Moi, je suis journaliste, je le rappelle d'abord, et précisément journaliste béninois. Ça veut dire que, en parlant, je ne défends que les intérêts de mon pays. Je rappelle aussi que le Nigeria, en tant que pays, ce n'est pas la première fois qu'il ferme ses frontières avec le Bénin. Dans les années 80, le même Buhari, quand il était au pouvoir, à son premier mandat, en 84 je crois, il avait déjà fermé les frontières avec le Bénin. Le même Buhari avait trouvé des raisons d'autres pour fermer. Après lui, il y a eu Abacha, qui avait fermé les frontières avec le Bénin, sous Soglo, pendant au moins 50 jours, presque 2 mois. Mais cette fois-ci, c'est probablement, selon mes sources, c'est probablement la première fois que cette fermeture dure autant. Ça fait déjà plus de 2 mois, nous enclenchons bientôt le 3e mois. Et c'est vraiment triste. C'est triste, vous l'avez dit. Lamine Sissé, après avoir fait bon cœur contre mauvaise fortune pendant 10 semaines, les voisins du Nigeria se rendent compte finalement de leur trop forte dépendance du Nigeria, disons. Certains voisins ont compris que l'heure est grave et commencent à faire leur compte face aux dégâts et aux dommages collatéraux causés par cette crise. Merci beaucoup, mais je voudrais rectifier un peu parce que l'émission c'est de faire éclater la vérité. Absolument. C'est pas de venir défendre un pays. Ici.
Je crois que nous sommes dans une dynamique d'intégration régionale. Et que moi, ici, qui suis sur ce plateau, je suis un Sénégalais. Et vous êtes co-débatteur, contradicteur, c'est normal. Mais je suis également béninois. D'autant plus que je suis un citoyen de la communauté. Et j'aimerais te voir demain au Sénégal et puis partager le pétrole et le gaz avec les Sénégalais. Et pourquoi pas? Donc moi, je pense qu'il faut qu'on informe objectivement les téléspectateurs pour qu'ils comprennent. Parce qu'en fait, même au sein de la CEDEAO, les réunions ont été faites. Les pairs ont demandé aux pays qui agressent le Nigeria avec la réexportation des produits qui viennent d'ailleurs de revoir leur copie. Cela a été fait. Je crois que moi, ce qui me gêne dans cette affaire-là, c'est, selon votre question, c'est les produits du cru. Parce qu'en fait, il y a violation. Mais violation à quel niveau? Parce que les produits du cru sont exempts de taxes. Alors le Béninois qui cultive sa tomate, ou son igname, ou son riz, son maïs, doit pouvoir exporter librement et aller vendre ça au Nigeria. Alors, si ces Béninois-là sont contraints de ne pas aller au Nigeria, j'ai dit il y a une violation flagrante des textes. Mais par ailleurs, si le Nigeria dit ne prenez pas le riz de l'Inde ou du Pakistan et de venir déverser sur mon marché, alors que ces riz rentrent souvent frauduleusement au Nigeria. Et si le Nigeria dit avec Boko Haram, je ne sais pas où se passent les armes, j'ai un problème de sécurité, je ferme ma frontière. Parce que vous savez, la loi de la CEDEAO en matière de la sécurité, il y a un problème, il y a un fourre-tout. Nous avons fait la relecture du protocole de la CEDEAO, mais nous avons constaté, nous avons fait des recommandations, il y a un fourre-tout. C'est-à-dire qu'un pays peut se lever pour raison de sécurité et fermer sa frontière. On va y revenir, la ministre. Alors maintenant, oui. Ce que tu as dit, son impact Oui. est catastrophique. Surtout sur l'opérateur économique, parce que nous sommes... Vous savez, le Bénin est un hub de service. Tous les gens qui viennent ce soir au Bénin construire les entreprises, etc., c'est pour le voisinage du Bénin avec le Nigeria, qui est un gros marché. Et puis, c'est pour l'ouverture vers l'Afrique centrale également. Donc, ça pose un problème. Ces gens-là sont en train de plier bagages. Ils sont bloqués. Que ce soit les transporteurs, les commerçants, tout le monde a des problèmes. Et jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, son impact est extrêmement ravageur. Ça, il faut le reconnaître. Mais Olivier Alotcheme, vous qui dites que le président Boari Mohamed est un habitué des fêtes, mais nous avons vu à la fin du mois de septembre dernier, le Sénat nigérien a voté une motion, adopté une motion qui saluait déjà les retombées, les résultats de cette fermeture de frontières. Et ils ont évoqué notamment le trafic de carburant, le trafic illicite de carburant qui a sérieusement régressé. Est-ce que c'est de la politique? Est-ce que c'est juste une opération de charme pour maintenir la pression? Ou est-ce qu'ils ont raison vraiment? Est-ce qu'il y a des signes, des résultats, des chiffres qui montrent que véritablement Boari avait raison de fermer cette frontière? Bon, le Sénat s'est appesanti sur les chiffres que l'État nigérien lui a fournis. Les chiffres qui disent que, bon, il y a beaucoup de rentrées de taxes et autres, puisque on a fermé les frontières. Mais la logique, elle est où? Vous empêchez les marchandises d'entrer et même de sortir, et vous dites qu'il y a taxes. Où sont les taxes? Il n'y a pas de taxes. Donc, la base sur laquelle le Sénat a sorti cette résolution, a voté cette résolution, c'est des bases très fragiles. Moi, je m'en tiens à ce que le Parlement ouest-africain avait fait à l'unanimité, qui a voté une résolution pour condamner l'État nigérien. Et dans ce Parlement, il y a des Nigériens, des parlementaires nigériens qui ont condamné leur État. Donc, oui, il y a une campagne massive qui est orchestrée par l'État nigérien tous les jours, sur toutes les chaînes de télé, de radio, dans les journaux nigériens, pour faire accepter l'idée. Ce n'est pas comme ici où il y a un blackout total, où le gouvernement n'en parle pas, aucun officiel n'ose en parler.
il n'y a pas un jour au Nigeria où les officiels ne parlent pas du Bénin comme étant le pays qui finance le terrorisme, c'est-à-dire d'où on amène les armes. Il n'y a pas un jour où on ne dit que le Bénin est un pays de fraude et un pays de réexportation, etc. Mais j'espère que nous aurons le temps d'entrer dans le détail pour savoir qu'un pays ne peut vivre en autarcie. Et ils sont en train de l'expérimenter actuellement. Oui, mais merci Olivier. Nous avons vu le président Patrice Talon dans sa toute dernière récente sortie médiatique. Il a évoqué la question, mais il n'a pas l'air d'être du tout inquiété. Il a même évoqué, disons, qualifié de catastrophe certaines... Il a trouvé que ce n'est pas du tout une catastrophe aujourd'hui que le Nigeria ferme sa frontière. Et pour lui, il n'y a pas de péril en la demeure. Pourquoi cette attitude du président Patrice Talon? Et qui va finalement payer le prix de cette nouvelle vocation protectionniste du Nigeria? Est-ce les populations, nos pauvres populations, ou les dirigeants? Je prends la question par le dernier bout. Qui paye les frais? C'est les Béninois, c'est nos parents. Moi, j'ai ma grande sœur qui vend de l'huile de palme sur le Nigeria. C'est elle qui a vu son commerce s'arrêter brusquement. C'est nos femmes de Glasgow qui, tous les mercredis, recevaient des commerçants du Nigeria qui viennent s'approvisionner en gari, en igname, en cossette et tout ça. C'est leur commerce qui a été déstabilisé. C'est les gens qui, à Parakou, à Niki, etc., qui ne peuvent plus aller voir leurs parents de l'autre côté. Aux frontières avec Tikandou, etc., qui ne peuvent plus aller de l'autre côté normalement. Donc, concrètement, c'est les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les paysans, les pêcheurs et autres, c'est elles qui sont touchées. Mais pourquoi le Bénin ne dramatise pas? Pourquoi le chef de l'État ne dramatise pas? C'est une attitude qui a été... Politique? Oui, tout à fait politique. C'est une stratégie politique du président comme à ses habitudes. Oui, qui ne veut pas lever le ton pour ne pas créer l'incident diplomatique. C'est vrai que les ministres nigériens, tous les jours que Dieu fait, accusent le Bénin d'être un pays de ravitaillement de Boko Haram, accuse le Bénin d'être un pays, un dépotoir qui a envie de déstabiliser le Nigeria. Je rappelle qu'en 2004, Obasanjo, alors président, était venu ici à Cotonou, au Palais des Congrès, dire devant les opérateurs économiques béninois que le Bénin ne sera jamais, le Nigeria n'acceptera jamais d'être déstabilisé par le Bénin. Donc, c'était... Les Nigériens, en tout cas... Une attitude condescendante des depuis autorités nigériennes. Toujours, oui. Depuis toujours. Et face à cette condescendance, cette attitude hautaine, les autorités béninoises ont toujours affiché profil bas. Et ce n'est pas donc une première. Et même lorsque les frontières avaient été fermées sous Soglo, à l'époque, par Sani Abacha, Soglo n'avait pas eu des velléités et pourtant on sait ce que c'est que le pouvoir Soglo à l'époque. Donc les Béninois, pour une raison ou une autre, peut-être un pays de paix, ou à raison, un pays de paix. Oui, on a toujours affiché. Mais aussi un pays de lâches. D'aucuns disent que c'est un pays de lâches. Non, écoutez, des gens qui ne savent pas défendre leurs intérêts. Peut-être, mais il y a d'autres pans de l'histoire. Vous voyez, actuellement, c'est avec nous que le Nigeria a fermé ses frontières. C'est avec le Bénin. 779, je crois, kilomètres de frontières. Mais au Ghana, pas plus tard que lundi passé, les commerçants ghanéens ont fermé des boutiques des Nigériens en disant « Vous avez fermé votre frontière, nous-mêmes, on va vous fermer. » Ça, c'est le lundi passé. Ils sont pourtant tous des pays anglophones. Ils sont tous des pays anglophones. Oui. Et ça, je parle de ce qui s'est passé à Accra. Je ne parle pas de ce qui s'est passé dans les autres villes du Ghana, où ça s'est passé depuis près d'un mois que les Ghanéens ont décidé d'en découdre avec les Nigériens. L'ami Tissé, on a vu le
législatoire du président Patrice Talon, vous venez d'écouter votre co-débatteur là-dessus. Il trouve que c'est normal. Le Bénin a toujours affiché cette attitude. Est-ce que c'est normal que le président Patrice Talon, au plus fort de cette crise, une crise qui a atteint son paroxysme, disons-le, affiche cette attitude, disons, de désinvolture ou d'indifférence pour certaines personnes? Je reviens sur Glosani Abacha à cette époque. J'étais là. J'ai suivi. Parce que le président Soglo a fait le choix de tourner le dos à la France et de tendre la main aux États-Unis d'Amérique. C'était politique. Sani Abacha était l'ennemi à abattre des États-Unis d'Amérique. Donc la fermeture des frontières, c'est pour faire tomber Soglo. Ça, c'était politique. C'est le cas actuellement. Est-ce qu'il y a des visées politiques derrière cette fermeture? Je ne saurais le dire, parce qu'à cette époque, c'était clair et net. C'était visible parce qu'en fait, il y avait 2 généraux qui étaient contre Soglo. 3 généraux. Le général Abacha, le général Kérékou et le général Niassimbe et Yadema. Il fallait faire partie Soglo. C'était ça la stratégie, on comprenait. Mais ce que je voudrais tout simplement dire est que il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Souvent, si on fait l'amalgame, ça va créer des problèmes. Vous savez, le Burkina Faso a interdit la réexportation des produits dont le Nigeria parle. De l'huile qui vient d'ailleurs, du riz, etc. Le Niger également a interdit la réexportation vers le Nigeria. Le Togo également. Le Bénin aussi. Non, le Bénin, depuis le 6 septembre, le Bénin a interdit. Je parlais immédiatement. Je parle de l'effet immédiat. Le Bénin, c'est pas longtemps. Quand ils ont interdit, je suis au courant. Même le Niger, c'est récent. Non, c'est pas oui, récent. le Niger, le Burkina, tout ça c'est récent. C'est dans la même période. Non, c'est pas récent. Oui, c'est dans la même période. J'ai lu la note de service. Hein. Allez-y, allez-y, vous avez la parole. Alors, ce que je voudrais tout simplement dire, parce qu'il ne faut pas qu'on se perturbe dans le débat, ce que je voudrais tout simplement dire, le président Talon même, quand il est venu de la conférence des chefs d'État, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que vraiment, le Nigeria, il n'a pas dit que le Nigeria a violé les textes. De la CEDEAO. Il dit qu'il comprend le Nigeria. Il faut qu'on se serre la ceinture, on produit. Il faut que nous produisions suffisamment local pour pouvoir... C'est ça que le Nigeria ne demande, pas plus que ça. Mais maintenant, les véhicules d'occasion, vous savez, tout le monde sait que le Bénin, j'ai dit, dans la politique, de la migration, tu as été un expert, j'ai été un expert, on a travaillé ensemble, nous avons dit que le Bénin est un hub de service. Le Bénin n'est pas un marché. La proximité avec le Nigeria est une grande opportunité, si bien que tout le monde vient s'installer au Bénin pour aller au Nigeria et en Afrique centrale. C'est ça la vérité. Mais le drame est que les 50% des produits qui rentrent frauduleusement. C'est pourquoi ils ont dit, depuis qu'ils ont fermé la frontière, la douane a commencé à avoir des recettes. Parce que les gens viennent maintenant avec les produits pour dire, je dédouane. C'est pourquoi ils ont dit que ils sont en train de gagner beaucoup d'argent. Alors moi je dis, je m'attaque, si votre sœur ne peut pas vendre la tomate et l'huile de palme là-bas et que l'huile est produite ici, c'est pas normal. C'est une violation des textes. C'est-à-dire, moi je veux être concret. Mais je ne peux pas dire qu'un commerçant qui prend du riz au Pakistan, en Inde, et quand il vient au Nigeria, mais laissez la douane Nigeria traiter avec lui. Mais ça ne doit pas être un produit qu'on doit réexporter et ça rentre frauduleux dans un pays. On est en train de démanteler leur économie. Ça pose un problème. D'ailleurs, vous avez un point là-dessus parce que le Nigeria est également parti aux dispositions de la zone de libre-échange continentale récemment, mais quelques semaines juste après l'intégration à cette disposition, ils ont fermé les frontières. Tout simplement parce que les dispositions de cette frontière font la promotion des produits de cru locaux et non des produits importés. Donc vous avez tout à fait raison là-dessus. Monsieur Alotcheme, je reviens à vous. On sait déjà que cette mesure a entraîné des conséquences dramatiques dans la vie des commerçants, consommateurs béninois. Mais de l'autre côté également de la frontière nigériane, je veux dire sur le territoire nigérien, on a des témoignages bouleversants qui nous parviennent, qui parlent de la flambée vertigineuse des prix de certains produits tels que l'œuf, le riz qui a presque doublé de prix, qui était à 400-500 naira avant la fermeture, mais qui aujourd'hui est acheté à 1000 naira la mesure. Ça veut dire que les Nigérians souffrent également. Et pourquoi n'en parle-t-on pas? Pourquoi les autorités de ce pays s'obstinent-elles à faire souffrir leur population, leur propre population? Je crois que le président Bouhari lui-même, il est pris en étau par les lobbies.
les lobbies de commerçants, surtout les lobbies de certains lobbies de producteurs. Sinon, quand vous observez les chiffres macroéconomiques du Nigeria, en juin dernier, l'Institut qui a valeur d'INSAE là-bas, le National Bureau of Statistics là-bas, a chiffré l'inflation à 11,2%. 11, nous, au Bénin, l'année dernière, on tournait autour de 2%. Et les règles de convergence disent maximum 3%. Eux, ils sont à 11%. En juin, avant la fermeture des frontières. C'est un record dans la sous-région. Ah ben, bien sûr, et ils le savent. Maintenant que les prix ont flambé, il faut aller vers les 20% D'inflation. C'est une asphyxie, surtout pour les plus pauvres. Les riches nigérians ne sentent pas la crise. Eux, ils peuvent acheter le gari même à 10 000 naira. Enfin, c'est une façon de parler. Mais les plus pauvres, je rappelle aussi que le Nigeria est le pays comptant le plus grand nombre de pauvres au monde. 87 millions de pauvres. Il y a 87 millions de pauvres au Nigeria, selon les statistiques du PNUD en 2018. Et cette année, ça a encore augmenté. Donc, est-ce que le pouvoir nigérien a des objectifs de réduction de la pauvreté? Moi, ça me pose problème. Vous n'avez pas l'impression? Je n'en ai pas l'impression. Je reste avec vous, justement. Mais vous avez parlé des riches. Je vais citer un nom, par exemple, Dangote. On sait qu'avant la fermeture, Dangote transportait du ciment vers les pays limitrophes du Nigeria. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Et ça prouve quand même, il y a des chiffres qui le montrent, il y a des statistiques, des témoignages éloquents qui le disent, que les opérateurs économiques, les grands opérateurs économiques du Nigeria sont également touchés par cette mesure. Est-ce que dans cette analyse, on ne peut pas dire que les opérateurs nigériens sont aussi à la base de ce commerce illégal sous-régional qu'on a constaté pendant plusieurs décennies? Pourquoi n'en parle-t-on pas assez? Puisque ils le savent aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus transporter leur ciment, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient dans l'illégalité, disons-le, avant la fermeture. Et qu'avec cette fermeture, ils se rendent compte que leur illégalité s'est arrêtée. Pourquoi ne pas dire que c'est les grands opérateurs nigériens qui sont les véritables instigateurs de ce commerce illicite? Alors là, vous avez sorti le mot. En fait, c'est eux les grands instigateurs, c'est-à-dire les plus riches du Nigeria. C'est eux qui ont poussé le pouvoir nigérien. Bon, ce n'est plus et qui ont poussé aussi les voisins à offrir un service. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Dangote lui-même est allé dire à Abidjan, je crois en avril dernier, que lui il a demandé à installer une cimenterie au Bénin et que le président Talon a refusé. C'était donc une vengeance. Ben, dis donc, c'est lui-même qui l'a dit. Et quelques temps après, on a fait fermer les frontières. Et comme vous le savez, Dangote a fait circuler le bruit que, bon, il a tout fait pour s'installer, alors que il a 42% de la SCB Lafarge. C'est-à-dire, Onik Bolola. Dangote a 42% dedans. Jusqu'à l'instant où nous parlons. Jusqu'à l'heure où je vous parle. Parce que c'était le Bénin, c'était un projet commun du Bénin, le Nigeria. Bon, une fois que le Nigeria s'était retiré, ils ont vendu leurs actions à Dangote et c'est lui qui a remporté les 42%. Donc aujourd'hui, nous avons environ 4 cimenteries au Bénin qui font leur commerce et vous le savez très bien, ces cimenteries-là voulaient déjà licencier ou plutôt mener des actions sociales pour rentrer dans leurs frais quand Dangote lui-même a cherché à s'installer. Évidemment, il a observé une opposition de l'État béninois. Et certains pensent que c'est une mesure de rétorsion face au refus des autorités béninoises de le laisser s'installer. Mais eux-mêmes, ils sont en train de constater que, contrairement à la catastrophe qu'ils avaient projetée sur le Bénin, bon, nous ne sommes pas en catastrophe. Au contraire, c'est eux qui sont aujourd'hui, c'est leurs populations les plus vulnérables, je veux préciser, qui sont les plus touchées. Oui, nous avons aussi nos populations qui sont touchées, nos parents qui sont touchés, nous-mêmes qui sommes touchés, mais
Vous soutenez la déclaration du président Patrice Talon. Ce n'est pas du tout une catastrophe pour le Bénin. Bon, les chiffres vont peut-être apparaître. Mais à l'allure où vont les choses, est-ce que nous n'allons pas finir par nous retrouver dans cette catastrophe? En fait, qu'on le veuille ou non, nous avons le Nigeria et le Bénin, nous avons une longue histoire de commerce. Une longue histoire qui ne date pas de Bouhari, qui ne date pas d'Obasanjo. Nous avons des peuples qui s'imbriquent. Aujourd'hui, nous sommes à la Ghanie, n'est-ce pas? Allez au palais royal de Niki. Vous verrez que les armoiries de Niki, de l'empereur, de l'empire même, sont en anglais et en français. Et on ne fait aucune cérémonie à Niki sans que les Nigérians n'arrivent. C'est très intéressant ce que vous dites. Ça dit que les deux pays ont un destin commun et n'ont aucun intérêt à aller vers cette mort suicide. C'est ça. C'est ça. Mais on ne peut pas venir d'un coup de hache mettre fin à des relations séculaires qui existent entre des peuples, que le destin, c'est la colonisation qui a séparé nos deux États. J'ai parlé de Niki, mais j'aurais pu parler de Porto-Novo. Une bonne partie des familles de Porto-Novo ont leurs frères, leurs cousins et autres au Nigeria. Merci. C'est la même chose. Je voudrais rappeler aux auditeurs que nous parlons ce matin sur l'émission Regard sur le monde, dans géopolitique, que de cette fermeture, de cette crise de fermeture des frontières entre le Bénin et le Nigeria qui perdure. Dans une dizaine de minutes, nous allons rendre disponible l'antenne. Vous avez la possibilité d'appeler en direct pour poser vos questions ou commenter cette actualité au 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Voilà les deux numéros à appeler. En attendant, nous revenons ici en studio. Lamine Cissé, désormais tous les regards sont tournés vers la CEDEAO et l'Union africaine qui n'arrivent pas à venir à bout de cette crise et qui perdent visiblement les pédales. Que représente concrètement la CEDEAO en termes d'influence, en termes d'occupation territoriale dans la sous-région ouest-africaine? C'est-à-dire que dans ce débat-là, il faut que j'essaie d'éclairer. On éclaire un peu parce que oui. Il y a, vous savez, dans ces relations de commerce, il y a toujours des complicités. De l'autre côté, de part et d'autre des frontières, il y a des gens qui vivent de ce trafic illicite, etc. C'est tout à fait normal que quand on arrête cela, de part et d'autre des frontières, que des gens souffrent. Sûr. Parce que c'est de cela qu'ils vivent. Même les gens qui font des échanges de monnaie. Mais actuellement, vous allez avec votre passeport, votre carte d'identité au Nigeria, vous rentrez. On ne vous interdit pas de circuler librement. Mais des produits, voilà un problème. Maintenant, ce que je voudrais tout simplement dire est que le Nigeria, c'est la première puissance africaine en termes économiques. C'est la première puissance aujourd'hui en Afrique. Le Nigeria peut-être souffre de l'iniquité de la gouvernance. C'est-à-dire que la redistribution des richesses. Ce qu'eux-mêmes appellent les dividendes de la démocratie. Non, les dividendes les rentes des ressources. C'est l'extrême, c'est entre les deux extrêmes. Des gens sont extrêmement riches, avec des multimilliardaires en dollars qui ont des avions, des jets privés, des gens qui sont extrêmement pauvres. Donc c'est ce côté-là qu'il faut voir. Cela n'est pas lié, n'est-ce pas, au fait de fermer les frontières, non, mais il y a assez de pauvres au Nigeria, ça on le connaît. C'est-à-dire je veux le rejoindre pour expliquer un peu, pour que les gens comprennent qu'il ne faut pas faire l'amalgame, ce n'est pas lié au problème de frontières, mais c'est lié au problème de gouvernance interne. Maintenant, Dangote vient de signer avec le Togo. Il vient de signer avec le Togo pour l'installation d'une usine de phosphate. Non, d'une usine de cimenterie d'abord, et d'une usine de transformation de phosphate en engrais. Bien sûr. Et puis, d'un côté, le fait que les camions circulent, c'est pas une violation des textes. Parce que le ciment qui est produit au Nigeria peut circuler librement dans l'espace CEDEAO. C'est comme le Bénin produit quelque chose localement et s'est transformé localement. Il a le droit de circuler partout dans l'espace CEDEAO comme il veut. Maintenant, il y a des contraintes peut-être qui l'ont fait, qui l'ont énervé. D'autres ont dit qu'il prend par le bateau, etc. Il a accusé le Bénin. Il dit, bon, ils l'ont interdit, etc. Bon, je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais ce que je constate tout simplement est que, vous avez dit les institutions, vous parlez de la CEDEAO, et de vous parlez de l'Union africaine. Je crois que j'ai toujours l'habitude de dire que nos institutions ne sont que les reflets des États qui les composent. Il y a disparate démocratie,
il y a disparate de liberté dans nos pays, il y a disparate de bonne gouvernance, mais ça se reflète au sommet. Quand ceux-là se rencontrent pour dire les mêmes objectifs qu'ils veulent faire chez eux, c'est les mêmes objectifs qu'il faut faire au niveau supra. Comment parviendront-ils à le faire? C'est un panier à crabe. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème. Alors, on a l'impression que nos institutions africaines, d'abord, non seulement qu'ils sont budgétivores, mais c'est la rencontre des cadres et des intellectuels qu'on paye en dollars qui voyagent. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'utile. Hein. On ne peut pas lancer le bébé avec son... Mais dites-nous, que vaut la CEDEAO? Quelle est sa mission concrètement? La CEDEAO a une mission. Puisque vous êtes spécialiste également, expert des questions d'intégration. Oui, évidemment. Tu sais, c'est clair, les objectifs de la CEDEAO sont tout à fait clairs. Mais l'objectif de la CEDEAO est tout à fait clair. D'abord, c'est après la balkanisation, il faut réduire les effets de la balkanisation. Il faut regrouper les pays en entités. Il faut créer un marché commun. Il faut en termes créer une monnaie commune. Il faut pour le bénéfice des populations. Mais ceux qui veulent le faire, ils sont très avancés. Hein. Ils ont créé des textes, des lois, mais qui ne sont pas applicables. Enfin, ils sont applicables, mais qui ne sont pas appliqués. Ces textes-là sont violés. Prenez la libre circulation des personnes et des biens dont on parle. Prenez la route d'ici, Cotonou. Je remercie d'abord au passage le Bénin. Le Bénin, ça fait 3 ans, est devenu leader en Afrique de l'Ouest en termes de libre circulation. Les gens n'ont aucun problème au niveau des frontières. Les voitures, les gens, les pays et les transports, les passagers circulent librement jusqu'à la frontière. Quand vous avez votre carte d'identité, on vous dit passer, il n'y a pas de problème. Celui qui a un problème, tu n'as pas aucune pièce d'identification, c'est toi qui t'es créé des problèmes. Donc vraiment, je tire un chapeau au Bénin pour cela. Mais quitter le Bénin et commencer à aller au Burkina Faso, au Mali, jusqu'au Sénégal, mais c'est la catastrophe. Les rançonnements, l'humiliation. On rançonne les citoyens, ils n'ont pas la paix sur la route. Mais cela ne serait que cela. Mais est-ce que si les États veulent que ça se fasse comme le Bénin est en train de le faire, mais tout le monde, la libre circulation serait effective? Comment se fait-il qu'en 3 ans, le président Talon a pu réussir cela? Pourquoi? Parce qu'il y avait de la volonté politique. C'est ça. Ouais. Parce que je dis que manifestement, nos chefs d'État violent les textes, ils font violer les textes et ils ferment les yeux là-dessus. Merci. Nous allons rendre l'antenne disponible aux auditeurs qui veulent intervenir dans ce débat. Pendant que nous continuons le débat, les numéros à appeler, je les rappelle, c'est le 64 44 02 44 ou le 66 75 72 72. Pendant que nous attendons, nous espérons les appels des auditeurs, on va revenir en studio, on continue. Olivier Alocheme, vous l'avez entendu, la Mississé l'a dit. La mission de la CEDEAO, c'est de renforcer la coopération. Oui, nous avons un appel. Déjà, on nous signale. Allô? Oui, bonjour l'auditeur. Oui, bonjour. Votre nom, vous appelez d'où et votre question directement. Et vous connaissez le principe de l'émission. Éloignez votre poste récepteur de vous, s'il vous plaît. Ok, c'est Yves Méniquet. Oui. Votre question. Je voudrais... Ok. C'est question ou bien je vais poser question? Allez-y, vous avez la parole. Ok. Moi, je voudrais d'abord dire que cette décision que le gouvernement nigérien a prise en fermant les frontières, c'est une grande immaturité politique de la part du président nigérien. Parce que Bénin n'est pas un État du Nigeria. Bénin, c'est un pays indépendant. Et quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les tensions politiques que nous avons, ça reste dans l'interne. Ce n'est pas au Nigeria de nous donner une leçon démocratique. Même l'élection, la réélection du président du Nigeria a suscité beaucoup d'irrégularités, mais personne n'a parlé. Donc si c'est parce qu'ils ont vu, le Nigeria a vu que le Bénin n'a pas un poids économique et il faut fermer les frontières comme ça sans discussion, moi je vois que c'est une grande immaturité de leur part. Et nous sommes en train de souffrir, les peuples béninois sont en train de souffrir. Mais autant, les Nigériens aussi vont en souffrir. Et donc moi je veux que le président nigérien revienne en lui-même. Et qu'il sache que nous sommes dans une communauté. Et là, si on parle de libre-échange, libre circulation des biens et des personnes, j'ai vu qu'en Afrique de l'Ouest, c'est le Bénin seul qui respecte. Les véhicules nigériens viennent au Bénin. Tout le monde passe sans problème. Mais pour aller au Nigeria, les gens vont te fouiller, ils vont te comment on appelle, piller, prendre ton argent. Donc moi, je voudrais dire que ça va affecter le Bénin négativement, mais le Nigeria aussi va en faire partie. Merci beaucoup. Donc si
Oui. Merci pour votre appel, merci bien. Vous avez entendu l'auditeur Olivier Lechemin, on revient ici, il a dit le Bénin ne bénéficie pas de la réciprocité, donc du service et du bon traitement qu'il accorde à ses voisins. Oui, un autre auditeur en ligne. Bonjour. Oui, oui bonjour. Oui. Et mon nom c'est Médez Oudi Serge, je vous appelle depuis Avrancourt. Médez Oudi Serge. Oui. Vous avez la parole. Je vous remercie, je remercie les débatteurs et pour, je crois, cette clairvoyance et cette félicitation, parce que moi je tiens d'abord à féliciter notre gouvernement et à féliciter le président Patrice Talon, parce que, en tout cas, voyant ce qui je peux dire que le Bénin tient le coup. Et là, je dis que c'est une félicitation que je dois d'abord adresser à notre gouvernement. Maintenant, je dis, les citoyens béninois, est-ce que vous ne voyez pas que nous, citoyens béninois, est-ce que nous ne manquons pas un peu de solidarité envers notre gouvernement? Parce que moi, j'entends parfois en tout cas, des interprétations bizarres, comme quoi, bon, c'est comme si la fermeture de la frontière, c'est bien fait, comme parfois des gens parlent en ces termes, quoi. Donc, est-ce que vous ne voyez pas que nous manquons parfois de solidarité envers notre gouvernement? Deuxième question, est-ce possible que ce soit nos gouvernants, c'est-à-dire le président Patrice Talon par exemple, qui puisse susciter cette fermeture pour peut-être nous amener à respecter parfois même des interdictions du Nigeria, ou même à supprimer d'une manière ou d'une autre l'essence relatée sur notre territoire. Est-ce possible que ça soit une manigance, c'est-à-dire ou bien une sorte de politique qui a abouti à ça pour nous amener quand même à accepter certaines choses? Parce que parfois, moi, je mène cette imagination, je me dis que bon, parce que actuellement, l'essence relatée, vous voyez ce que ça nous coûte. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour nous amener à obligatoirement cesser avec l'essence relatée? Est-ce que nos gouvernants peuvent faire ces manigances-là? C'est votre analyse. Nous avons compris, vous avez posé deux questions. On a compris très bien. Oui, est-ce que nous ne manquons pas de solidarité? Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie insidieuse du gouvernement béninois pour ramener de l'ordre et clarifier les choses? On va répondre aux questions tout à l'heure, mais en attendant, je voudrais vous entendre là-dessus. Oui, un autre auditeur, on va prendre peut-être les appels et répondre globalement. Oui, allez-y. Monsieur l'auditeur, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. Bonjour à tout le plateau. Oui, bonjour. Bon, moi je m'appelle Eric Dossou. J'appelle depuis Porto. Eric Dossou. Je salue d'abord la pertinence des analyses des participants à ce débat-là. Merci. Maintenant, si moi je voulais dire, est-ce que la dévaluation du Naira, c'est pas le gouvernement de Boari aussitôt après sa prise du pouvoir, est-ce que ça ne suscite pas une réflexion? Est-ce que ce n'est pas dans cette logique-là qu'il inscrit la fermeture de ces frontières avec les pays environnants? C'est votre question. Juste pour révolutionner leur économie, c'est qu'il le dit, n'est pas là une manière naturelle pour amener tous les pays de l'Afrique occidentale à revenir au consensus, à ce consensus-là, par rapport à la création de la monnaie éco pour le bien de leurs pays différents. Très bien, on vous a compris. Oui, la première question. Troisième question. Bon, troisième question. Est-ce que pensez-vous de la turbulence qu'on observe de nos jours dans le monde entier? Parce que ce n'est pas seulement la zone ouest africaine qui est agitée, c'est tout le monde entier. N'est-ce pas là la fin d'un cycle? La fin d'un cycle. Merci, au revoir. Merci bien. On va voir s'il y a un autre auditeur. Non, apparemment, on continue, disons, les réflexions ici en attendant de répondre globalement. Nous allons prendre, l'auditeur suivant. Bonjour. Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur l'auditeur. Votre Oui. nom et vous appelez d'où? Absolument, c'est Bessan, Bessie, Silbert, je vous appelle de Gers. J'ai une seule question. Est-ce que vraiment nos pays de la sous-région disposent vraiment d'une institution qui puisse jouer le rôle vraiment adéquat? Le médiateur d'arbitre. Très bien.
pour que jouer une médiation, vous m'avez trouvé le juste mot, afin que les frères puissent arriver à dire, à parler d'une même voix. Sinon, ce que je suis en train de constater depuis l'émission de la CEDEAO, n'importe où, je ne vois pas une décision filtrée. Donc je me demande, et je veux poser la question encore à l'orateur, si vraiment nous disposons d'une institution de médiation dans la sous-région. Je rends l'antenne à d'autres. Merci bien. On va peut-être prendre un ou deux auditeurs avant de revenir en studio pour terminer cette émission, répondre aux questions et aborder également d'autres sujets d'intérêt pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. S'il n'y a pas un autre, on n'a pas un autre auditeur en ligne. Justement, vous avez écouté tous les intervenants. Ils sont revenus là-dessus. Les statistiques les plus récentes indiquent qu'il y a 10 fois plus de mouvements migratoires aujourd'hui au sein de l'Afrique de l'Ouest que vers les pays occidentaux. Donc, on a des migrations intra-régionales aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. On dit aussi qu'au sein de la CEDEAO, les mouvements intra-régionaux sont envisagés dans leur dimension positive, comme la pierre angulaire du processus d'intégration sous-régionale. L'ami Cissé en parlait tantôt. Et si tel est le cas, que peut-on conclure est-ce qu'on peut dire concrètement, j'allais dire, que l'Afrique de l'Ouest est à la fois un espace migratoire et un espace de protection? Parce que c'est ce que la CEDEAO veut apparemment, c'est ce que l'Union africaine veut apparemment. Mais quand on regarde les comportements de certains dirigeants, on n'a pas l'impression que c'est ce que nous vivons, c'est ce qui s'applique. Je vais commencer par Lamine Cissé, qui est un spécialiste, un expert des questions d'intégration régionale. Votre question, elle est très intéressante. Si je retiens, c'est que la migration, elle est intra-africaine, plus que de l'autre côté. Évidemment, nous avons la spécificité d'avoir une CEDEAO plus avancée en tant qu'entité que les autres entités, la CEMAC, etc. Nous sommes très avancés, c'est que nous avons des instruments à notre disposition. Les populations ont des instruments. La méconnaissance des textes là pose problème. Mais ça dit que les gens vont souvent chercher les causes ailleurs. C'est-à-dire qu'on s'attaque aux effets, on laisse les causes ailleurs. Les causes ne sont pas loin, les causes sont nos chefs d'État eux-mêmes. C'est ce que j'ai dit. Parce que quand vous voyez la structuration de la CEDEAO, la commission de la CEDEAO ne fait qu'appliquer les décisions de la conférence des chefs d'État. C'est les chefs d'État qui se réunissent et décident. Après, quand ils se réunissent, ils se décident comme ils l'ont fait pour l'écho là, d'autres sont sortis là pour aller en France, pour faire d'autres déclarations. Vous voyez? C'est-à-dire que en fait, il faut que les institutions nationales fonctionnent. Il faut que la démocratie nationale, internationale, fonctionne. Il faut qu'il y ait les séparations des pouvoirs dans nos pays, dans nos États. En ce moment, ces États, avec le respect des règles internes nationales, quand ils vont se fédérer au niveau fédéral, au niveau CEDEAO, l'institution CEDEAO va fonctionner formidablement. Vous dites quelque chose d'intéressant, donc le nivellement par le bas va permettre au sommet de se renforcer. Mais en fait, pas par le bas, le nivellement par le haut. Parce que le haut, quand je parle des chefs d'État, oui, ce sont ces chefs d'État-là qui, dans leur pays, bafouent la démocratie, qui tuent. Regardez, en Guinée, on est en train de... Il y a un désordre en place au niveau de chaque État. Et ne permet pas donc au sommet de fonctionner. Mais évidemment, ils vont se réunir, chacun va regarder l'autre. Quand je parle de l'autre, l'autre aussi va pas parler de moi. Parce que quand les impairs, ceux qui ont... des gens qui ont des casseroles se réunissent, chacun ne veut pas parler de les casseroles. L'émission tire à sa fin, on va répondre aux questions. Mais avant de commencer par répondre aux questions, Olivier Alnotima, je voudrais vous écouter. Comment comprendre que la CEDEAO et l'Union africaine, malgré tout ce qui existe aujourd'hui comme arsenal juridique au sein de ces institutions panafricaines et régionales, l'agenda 2063 de l'Union africaine, qui parle donc de la levée de toutes les barrières, de toutes les frontières, et de faire rouler les populations comme sur des boulevards. Comment, avec l'existence de tant et tant de bonnes intentions, on n'arrive pas à arrêter le Nigeria et à rappeler les autorités nigériennes au respect de ses orientations, de ses engagements? En fait, le problème, il est entier. Il est entier, d'autant plus que la CEDEAO n'existe pas en dehors des capacités intrinsèques des États.
La CEDEAO, c'est auprès de 70% au plan économique représenté par le Nigeria. Donc le Nigeria est conscient de son poids et de son influence. 77% du PIB de voilà. la région. Alors il en fait à sa tête. Il en fait à sa tête. Vous voyez, le Nigeria, c'est pratiquement, ça fait plus de 200 millions d'habitants sur les 300 et quelques que représente la CEDEAO. Donc, c'est un pays qui sait bien qu'il représente quelque chose. Et c'est fort de cela que la France avait tenté de le fragiliser dans les années 60 en créant la guerre du Biafra, en utilisant Houphouët-Boigny et puis Omar Bongo pour fracasser la puissance nigériane. Et aujourd'hui, le Nigeria fait plus de commerce avec la France qu'avec le Bénin. Le Nigeria fait plus de commerce avec la Chine qu'avec le Bénin. Et si vous allez au Nigeria, vous allez voir plein de boutiques, plein d'industries fondées par des Chinois, des Français, etc. Mais vous verrez très rarement des boutiques ou des usines créées par des Béninois. C'est un complexe. C'est-à-dire que le Bénin ne vend pratiquement rien au Nigeria, légalement. On va répondre aux questions des auditeurs et je voudrais commencer par l'ami Cissé. Et en profitant, en répondant aux questions, je vous prie de nous dire, puisque c'est déjà la fin de l'émission presque, quels sont les instruments juridiques qui existent et les mécanismes sur lesquels la CEDEAO et l'Union africaine peuvent s'appuyer aujourd'hui pour régler cette crise. Non mais attends, je crois que... d'abord, je voudrais... Bon, toi, tu connais les études du professeur John Huguet. Oui. John Huguet a sorti un dernier livre. C'est des milliers et des milliers de Béninois qui sont installés dans tous les domaines, dans l'agriculture, qui sont immensément riches, des Béninois qui sont là-bas. Et attention, les Béninois sont intégrés au Nigeria d'une façon extraordinaire. Donc ça, il faut le rappeler, que les Béninois comprennent que nous avons nos compatriotes qui sont là-bas, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans l'élevage, tous les activités. Aucun intérêt à rien faire pour les mettre en danger. Non. Parce que franchement, ils sont très bien intégrés. Et c'est des gens qui sont immensément riches là-bas. Hein. Et ils viennent construire ici. Et nous apprenons d'ailleurs que le Nigeria est en train de conduire actuellement un recensement. Le Bénin, le dernier conseil des ministres a proposé une démarche similaire pour le Bénin. On ne sait pas quel sera le sort des apatrides, des migrants illégaux qui vont se retrouver hors donc ce que moi je demande, c'est de mettre la balle à terre. Le Bénin a intérêt à exploiter cette opportunité qui est le Nigeria. Et je crois que le président Talon est dans cette dynamique. Quand il dit il faut aller produire. Parce qu'en fait, je crois que tous les pays doivent produire localement. Le fait d'importer des choses de gauche à droite et d'aller enrichir les autres n'est pas le débat aujourd'hui. Répondons rapidement aux questions des auditeurs. Maintenant, la question... Ramassons les questions, on va ramasser rapidement. Bon, maintenant, on a dit, il a demandé est-ce que ce n'était pas une occasion de vouloir bannir l'essence frelatée. C'est pourquoi le président Talon n'a pas... peut-être que c'est une opportunité que le président Talon voudrait... Je ne pense pas. Je ne pense pas, d'autant plus que la douane... le manque à gagner pour la douane est énorme. Parce que, évidemment, la fermeture des frontières a un impact grand, un grand impact sur l'économie du Bénin. Je crois que l'essence pour l'été ne peut pas remplacer cela. Je ne pense pas. Olivier Lachemé, avancez rapidement, en 30 secondes. Oui, il y a un auditeur qui a demandé est-ce que les Béninois ne manquent pas de solidarité vis-à-vis de leur gouvernement. Bon, on a tendance dans ce pays à tout ramener aux politiques. C'est peut-être pour ça que les Béninois ont l'impression que c'est le gouvernement qui est à la base de ce qui se passe. Mais comme je l'ai expliqué, ce n'est pas la première fois que le Nigeria... Merci beaucoup Olivier, c'est dommage, voilà, le temps qui nous est donné et qui nous est imparti est totalement épuisé. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons parlé de la crise de fermeture de la frontière nigériane. Depuis le verrou dernier, on n'a pas la prétention d'avoir épuisé le sujet. Monsieur Alochemé Olivier était notre invité. L'émission est disponible sur YouTube et sur podcast sur le site de Soleil FM, www.soleilfmbenin.com. Merci de nous avoir suivis et merci à tous les auditeurs, tous les inconditionnels de cette émission.
Retrouvez-nous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. L'ami c'est Fernand Zonano, René Tatou. Et mesdames, messieurs, ne partez surtout pas. Dans quelques petites secondes, vous suivrez le journal de la rédaction.